François Heckel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici en plein débat budgétaire déjà sur le prochain budget. Fondateur du site FIPECO et ancien haut fonctionnaire dans les arcades de Bercy et de la Cour des comptes. Vous publiez ce livre, Mes comptes publics, mes comptes en un mot, évidemment, Odile Jacob. Une enquête ce week-end dans le JDD sur les gabegies publiques. Ce sont 3 agences, 434 opérateurs d'État, 317 organismes, 400 000 employés, jusqu'à 100 milliards d'euros par an. Alors il y a des subventions qui sont utiles parce qu'évidemment elles sont reversées dans l'économie, mais tout de même combien pourrait-on y gagner à faire un peu le ménage? Alors, c'est une question difficile. En fait, d'ailleurs, j'ai été auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Oui, il y a une commission d'enquête en ce moment. Une commission d'enquête. Et je leur ai dit que le modèle d'agence n'est pas forcément à jeter. C'est un modèle de fonctionnement administratif dans lequel les ministres donnent des objectifs à des entités autonomes qu'on appelle des agences en leur disant voilà, quels sont vos objectifs, quels sont vos moyens, et puis on va vous juger sur vos résultats. C'est un modèle qui fonctionne dans des tas de pays comme la Suède. Voilà, en France, ça marche mal, c'est vrai, et donc il y a probablement des choses à faire. Mais il y a des agences qu'il faut regrouper avec d'autres, il y en a d'autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du même sujet. Mais quand on pense à des agences qu'on peut fusionner ou supprimer, on pense souvent à des petites agences. On ne fera pas beaucoup de grosses économies. En fait, il faut avoir en tête que la moitié des effectifs de ces fameuses agences, c'est quoi? C'est les universités et c'est les 3 principaux centres de recherche que sont le CNRS, le CEA et l'INRIA. Donc, je veux bien qu'il y ait des recherches qui ne servent pas à grand-chose, mais ce n'est pas forcément facile à identifier. Donc, il faut quand même avoir en tête, et puis tous les économistes vont vous dire que les dépenses de recherche, c'est des dépenses d'avenir. Ce n'est pas forcément là où il faut faire des économies, tant plus que ce n'est pas spécialement là non plus, où on dépense beaucoup plus que dans les autres pays. Donc, voilà, oui, il y a sans doute quelques milliards d'économies à faire dans les agences, mais attention, ce n'est pas la baguette magique. Et les agences fiscales, les agences de l'État, c'est aussi un peu comme les niches fiscales. On s'attend à chaque fois à trouver un défenseur qui va défendre sa niche, son bout de gras. Est-ce que ce n'est pas le problème aussi Mais ça, c'est le problème de toute dépense publique. Dès que vous voulez faire une économie en matière de dépense publique, une dépense publique, c'est toujours un euro qui va dans la poche de quelqu'un, un ménage ou une entreprise. Donc, si vous voulez lui retirer son euro, il crie. Donc, ça vaut aussi bien pour les dépenses fiscales que pour les agences, que pour les dépenses sociales. Oui, alors il faut peut-être enlever à celui qui va crier le moins. C'est un peu... c'est la tentation parfois, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Et alors comment... on dit Bercy peu coopératif justement sur le fait de partager le coût des agences, des opérateurs, des subventions aussi. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, il y a chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances qui s'appelle, en fait le vrai nom officiel c'est opérateur, c'est pas agence d'ailleurs. Et donc il y a un jaune opérateur, comme on dit dans le jargon de Bercy, dans lequel il y a beaucoup d'informations quand même. Donc je pense pas qu'il y ait et on peut toujours en vouloir plus, bien sûr, mais c'est pas fondamentalement un problème d'information. En tout cas, 40 milliards d'euros de coupe dans les dépenses à trouver d'ici à l'année prochaine. C'est une baisse dans la croissance tendancielle des dépenses, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas baissé par rapport au montant de cette année. Mais tout de même, si on regarde ce qui a augmenté en 2024, on voit que les intérêts de la dette augmentent de 14,6%, alors que les dépenses, finalement, 3,6%. Donc, en fait, c'est au coût de la dette qu'il faut s'atteler. Dans les dépenses qui ont le plus augmenté l'année dernière, en milliards d'euros, ce sont les retraites. 25 milliards d'euros, c'est 40% de la hausse totale des dépenses publiques qui devait être d'un peu plus de 60 milliards. Et pourquoi? À cause, je dirais, de la revalorisation 1er janvier 2024, plus de 5% de revalorisation. Ça fait entre 15 et 18 milliards. Et après, c'est l'augmentation du nombre de retraités. Donc oui, il y a ça. Après, en effet, en taux de croissance, c'est en effet sont les intérêts de la dette qui ont le plus augmenté. Mais ça ne fait que 8 milliards. Ça fait donc d'abord, encore les dépenses sociales, les dépenses liées au vieillissement. Si on prend l'historique justement lié aux retraites, réforme Balladur de 1993, on avait indexé les pensions à l'inflation plutôt qu'au salaire. Ça avait fait une
petite économie pour l'État, c'est la politique des petits pas. Ça a été une très grosse économie. En fait, c'est probablement la réforme. Oui, mais c'est pas forcément très gros pour les retraités eux-mêmes. C'est ça aussi. Il faut que ce soit. Mais au total, à longue période, sur longue période, c'est la réforme qui a probablement permis de faire le plus d'économies par rapport à ce que ça aurait été si on n'avait pas fait ça. Alors là, et si on passe pas directement à la désindexation pure et simple des pensions, à quoi il faudrait indexer justement, à quel indicateur pour que ce soit pas trop douloureux pour les retraités, mais qu'en même temps on y gagne en nombre et sur le long terme pour l'État? Beaucoup d'économistes vous diront qu'il faudrait indexer les retraites sur les salaires moins quelque chose. Si on les indexe sur les salaires, ça va augmenter très vite et donc ça sera insoutenable. C'est salaire moins 1 point ou salaire moins 1,5 point, voilà, quelque chose comme ça. Et ce serait beaucoup plus efficace que... Ça serait plus efficace parce que l'inflation... Après, le problème de l'indexation sur l'inflation, c'est un petit peu compliqué, mais ça fait que finalement... Quand il y a des gains de pouvoir d'achat, beaucoup de gains de pouvoir d'achat, les retraites, c'est très bien pour les régimes de retraite parce que les pensions décrochent par rapport au salaire. Mais donc ça fait que l'équilibre des régimes de retraite est très lié aux gains de productivité et aux gains de pouvoir d'achat. Les économistes vous diront c'est trop incertain, il faudrait quelque chose d'un peu plus sûr qui permette, voilà, et donc c'est pour ça qu'ils disent plutôt les salaires, mais salaires moins quelque chose, c'est compliqué, j'avoue que c'est compliqué. L'évolution de la dépense publique, si on y revient, elle a baissé 3 fois, à 3 reprises, en 2015, 2018, 2023. C'est finalement pas si loin de nous, c'est même plutôt proche, donc c'est quand même un bon espoir. C'était dû à quoi cette C'est parfois par accident, oui. C'est parce que ça a beaucoup augmenté avant, avec des mesures exceptionnelles qui ont disparu. Le problème, c'est qu'on a en effet en France des exemples d'années pour lesquelles il y a eu une baisse des dépenses publiques. Tout le problème est que ça ne dure pas. Voilà, on n'a jamais réussi à faire ça dans la durée. Or là, ce qu'il faudrait faire, ce qui est prévu, ce qu'on raconte à Bruxelles, c'est qu'on va faire des efforts de modération des dépenses jusqu'à 2029. Ça, on n'a jamais fait aussi longtemps. Oui, donc il faut trouver ça. Justement, les règles européennes qui vont bouger, qui ont bougé en tout cas sur les dépenses de défense, est-ce qu'elles ont été suffisamment adaptées? Est-ce que ça va nous donner un peu de mou à nous? Ou alors justement, est-ce qu'il va falloir redoubler d'efforts? Je pense que les règles budgétaires européennes, finalement, ne nous contraignent plus vraiment. Elles ne nous ont jamais vraiment contraintes, en réalité. Bruxelles, on peut être laxiste envers la France. Bruxelles a toujours été sympathique avec la France. On nous a toujours dit, bon, vous allez revenir à 3% du PIB telle année. On arrive à telle année. On dit, non, on a fait des efforts, mais on n'y est pas. Bon, allez, ça sera pour dans 2 ans. Ça a toujours été comme ça. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Aujourd'hui, pour moi, la principale contrainte, ce n'est pas tellement les règles budgétaires. Donc, on les assouplit. Finalement, ça ne changera pas grand-chose. La vraie contrainte, c'est les marchés. C'est le risque qu'un jour, nos créanciers se mettent à avoir peur de ne pas être remboursés, qu'on ait tout d'un coup une très forte hausse des taux d'intérêt. Et à ce moment-là, tout dépendra de ce que la Banque centrale européenne fera. Oui, donc en fait, on peut s'attendre qu'à être secouru par la Banque centrale européenne, par finalement un organe extérieur à notre gouvernement. Donc on met notre souveraineté entre les mains de gens qui sont à Francfort, les gouverneurs de banque centrale. Les gouvernements français, vous le dites, choisissent rarement quand il s'agit de réformer l'État. Oui. Ils ne choisissent pas. Et vous dites, et vous écrivez un peu toujours la même chose, la maladie de l'administration, c'est vous qui détaillez les postes d'ailleurs que vous avez occupés jusqu'en 2016 et la création de FIPECO. C'est toujours la même maladie, justement, l'administration. Elle n'a jamais évolué. C'est quoi le principal problème? Moi, souvent, j'écris aujourd'hui, ce que je dis dans les notes que je mets sur le site de FIPECO, des problèmes de politique économique qui étaient déjà les mêmes il y a 30 ans. Donc, on tourne en rond. Le dernier exemple, là, si vous allez sur le site, vous allez voir que ma dernière note, c'est la TVA sociale. La TVA sociale, on en parlait il y a 30 ans déjà. Et il y a 30 ans, j'avais contribué à un livre blanc sur le financement de la protection sociale. C'était exactement le même sujet, dont la conclusion, aujourd'hui, ça serait toujours la même. Ce n'est pas la peine d'essayer de trouver une assiette miraculeuse sur laquelle on pourrait prélever pour financer la sécurité sociale. Le meilleur instrument, c'est la TVA.
Le vrai problème, c'est que les dépenses sociales augmentent plus vite que l'activité économique. Donc, quelle que soit l'assiette sur laquelle vous allez prélever, que ce soit la consommation, les salaires, les robots, tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas tant que vous aurez des dépenses sociales en espèces qui augmentent plus vite que le PIB. Donc on n'est pas le vrai problème, il est là. Donc on n'est pas prêt d'avoir des baisses d'impôts, en tout cas, parce qu'elles ne seront absolument pas financées. Il n'y aura pas de baisse d'impôts dans les prochaines années. Ça serait totalement irresponsable d'annoncer des baisses d'impôts aujourd'hui. Vous mentionnez aussi le manque de coordination entre les différents niveaux de l'administration. Comment améliorer cette coordination, cette communication ? Malheureusement, je suis assez pessimiste sur la capacité. Il faut avoir en tête que on dit d'ailleurs que les fonctionnaires sont mus par l'intérêt général, ne pensent qu'à l'intérêt général. En réalité, quand on voit fonctionner les administrations, même à l'intérieur du ministère des Finances, on s'aperçoit que chaque direction, chaque service a sa propre logique, cherche à maintenir son pouvoir, voire l'augmenter. Et parfois, c'est pas, même souvent d'ailleurs, c'est pas tout à fait conforme à l'intérêt général. Et vous dites qu'il faudrait travailler plus, notamment dans l'administration, et ça ne se fera pas sans querelle interne et sans, Bien sûr. sans heurts. Mais malheureusement, je ne vois pas comment ce genre de problème pourra être résolu à court terme. Mais une culture de la performance, justement, des primes au mérite. Oui, mais le problème, dans une entreprise, ça peut marcher parce que les objectifs sont clairs. Finalement, l'objectif d'une entreprise, c'est d'augmenter la valeur pour l'actionnaire, donc de faire des profits, donc augmenter le chiffre d'affaires sans que les coûts augmentent trop. Donc on peut traduire ça par des indicateurs assez simples. Le problème dans l'administration, c'est que les objectifs de l'État sont multiples, parfois contradictoires entre eux. Et donc, c'est très difficile de fixer, de dire à des fonctionnaires, bon, ben voilà, vous avez tel objectif, on va vous juger au mérite sur les résultats. Oui, parce qu'il y aura des objectifs chiffrés, il y aura des objectifs plus qualitatifs, et il n'y aura pas d'égalité, notamment entre Bien sûr. Et parfois, je donne l'exemple, il se trouve que par exemple, j'ai contrôlé à une époque les contrôleurs fiscaux. Oui, effectivement, vous le dites. Contrôle fiscal. Et donc, quand on donne... S'auto-contrôlait, je crois que c'est ça. Et donc, on observait qu'on leur donnait des objectifs chiffrés en nombre de contrôles, etc. Donc, le résultat était assez simple. Ils contrôlaient, ils sanctionnaient ce qui était le plus facile à sanctionner. Si vous donnez ce genre d'objectifs à des contrôleurs, vous leur dites, bon, vous allez, l'année prochaine, il y aura encore plus de sanctions. Bon, ils prennent les trucs qui sont faciles à sanctionner et pas ce qui est, voilà, ils ne vont pas sanctionner ce qui est difficile à trouver, ce qui demande beaucoup plus de travail. C'est du temps de la déclaration papier. Aujourd'hui, on a des outils informatiques oui, mais c'est toujours ça facilite le travail, mais les objectifs sont encore les mêmes et ce genre de comportement un peu déviant existe encore aussi. En tout cas, on retrouve cette anecdote comme beaucoup d'autres dans votre livre François Ekal, Mes comptes publics, aux éditions Odile Jacob. Et je conseille aussi le QCM sur votre site qui est très sympa. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci.